Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que l'art de la négociation est le secret invisible derrière les meilleures opportunités de votre vie? Je ne parle pas seulement de ces moments formels, tels que la fermeture d'un contrat millionnaire ou la discussion des clauses lors d'une réunion d'entreprise. La vérité est que nous négocions tout le temps, même sans s'en rendre compte. À partir du moment où vous vous réveillez au coucher, chaque interaction où il y a des intérêts en jeu est une chance de façonner les résultats à votre avantage. Pensez Y, vous vous réveillez tard un lundi, regardez l'horloge et voyez qu'il n'y a que 20 minutes pour se rendre au travail. En appelant le patron, il n'informe pas seulement le retard, il négocie en fait sa crédibilité. La façon dont vous vous exprimez, le ton de la voix, la justification que vous présentez et même la promesse de compenser ce temps perdu sont des pièces d'un jeu subtil qui définit comment votre responsabilité sera vue. Il n'est pas exagéré de dire qu'à ce stade, vous mettez des principes de négociation en pratique qui peuvent renforcer, ou affaiblir, votre image professionnelle. Beaucoup de gens associent encore la négociation avec des scènes de films, des cadres en combinaison coûteuse discutant des chiffres ou des vendeurs de clôture des accords impossibles. Mais la réalité est beaucoup plus large et quotidienne. C'est le père qui convainc son fils d'expérimenter le brocoli, le couple qui décide de la destination des vacances, l'employé qui demande une augmentation après un an de dévouement silencieux. Chaque fois que deux personnes avec des objectifs différents recherchent un terrain d'entente, une négociation se produit. Ignorer cette capacité, c'est comme naviguer sans boussole dans un monde où presque tout dépend des accords bien conclus. Et l'impact de cela sur votre vie est immense. Lorsque vous entrez dans un magasin et voyez un produit à prix fixe, la plupart des gens paient ou abandonnent simplement. Mais il y a ceux qui obtiennent des réductions, des avantages supplémentaires ou des conditions de paiement plus favorables. Pourquoi? Parce que, même sans s'en rendre compte, ils dominent les fondements de la négociation. Et il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'argent, il s'agit de nouer des relations plus solides, de savoir comment demander sans embarrasser, céder au bon moment, surtout, créer des solutions où tout le monde gagne. Dans l'environnement professionnel, cette différence est encore plus évidente. L'un des moments les plus critiques de toute carrière est la négociation de salaire. Les professionnels talentueux, par peur de paraître exigeants ou par manque de préparation, acceptent la première offre sans aucun doute. D'autres, cependant, avec la stratégie et la confiance, obtiennent des augmentations et des avantages importants qui transforment leur qualité de vie. Cette négociation ne concerne pas seulement les chiffres, il s'agit d'évaluer votre travail, de rendre vos efforts reconnus et de vous assurer que votre talent est correctement payé. Au fil des ans, cette différence peut signifier des dizaines de milliers de reais dans votre poche, plus de sécurité financière et même une relation plus saine avec votre propre carrière. Dans les relations personnelles, le manque de cette capacité peut être encore plus nocif. Un couple, par exemple, n'est pas d'accord avec tout, du choix d'un film pour regarder des décisions encore plus complexes, comme l'achat d'une maison ou d'une éducation pour enfants. Ceux qui ne savent pas comment négocier finissent par tomber dans la dynamique toxique, l'un donne toujours, l'autre impose toujours, et le résultat est des ressentiments accumulés. Déjà ceux qui comprennent que la négociation ne se bat pas, mais en trouvant des solutions créatives, ils construisent des accusateurs où les deux sont entendus et respectés. Dans ce contexte, la négociation est un acte de soin, un moyen de renforcer les liens plutôt que de les épuiser. La grosse erreur est de penser que la négociation est une chose pour un cadeau agressif, manipulateur ou naturel pour la persuasion. Ce mythe paralyse les gens et leur fait perdre des opportunités précieuses. En fait, la négociation n'a rien à voir avec l'imposition ou la tromperie. Il s'agit de communiquer clairement leurs intérêts, d'écouter les uns les autres et de chercher des alternatives qui rencontrent tout le monde. Lorsque vous internalisez cela, la peur cède la place à un état d'esprit stratégique, comme un joueur d'échecs qui prévoit chaque mouvement pour ne pas vaincre l'adversaire, mais pour atteindre un résultat où les deux sont satisfaits. Voir le cas de qui veut acheter une voiture d'occasion. Sans préparation, la personne accepte la première valeur offerte, confiant qu'il est juste. Mais ceux qui adoptent une approche stratégique font différemment, recherchent la valeur réelle du véhicule, analysent le marché, identifient les faiblesses, comme l'historique de kilométrage ou de maintenance, et entrent dans la conversation avec des limites légères. Il ne va pas se battre, mais garantir un accord équitable qui protège vos intérêts. Cette préparation simple peut signifier une économie considérable ou de bien meilleures conditions d'achat.
Un autre exemple courant est quand quelqu'un veut ajuster les heures de travail pour passer plus de temps avec la famille. Au lieu d'exiger ou de menacer de quitter l'entreprise, un bon négociateur construit une proposition qui montre comment ce changement profite à la fois, une plus grande productivité, moins de stress, plus d'engagement. Ainsi, la conversation n'est plus un conflit possible et devient une opportunité de collaboration, où l'entreprise et les employés gagnent. Négocier avec succès, c'est ne pas surmonter l'autre, c'est pour créer des solutions intelligentes où toutes les parties se sentent valorisées. Cela se produit lorsque vous cessez de voir la négociation comme une bataille et que vous le voyez comme un outil puissant, un moyen de construire des ponts, de résoudre les conflits et d'ouvrir des portes qui resteraient fermées si vous acceptez simplement ce qu'il vous offre. À partir d'aujourd'hui, commencez à réaliser que chaque dialogue est une micro-négociation, de demander un échange sur le menu du restaurant pour convaincre votre équipe d'adopter une nouvelle idée. Avec la bonne mentalité, chaque interaction devient une chance d'améliorer votre vie et celle qui vous entoure. Le secret est d'abandonner la peur et de le remplacer par une stratégie bien définie, car, au fond, la négociation est moins un différent et un autre art pour connecter les gens, aligner les intérêts et transformer les possibilités en réalité. Et avant de suivre, partez dans les commentaires sur quelle ville vous suivez ce contenu et si ces idées vous ont du sens. Ne perdez pas de temps, abonnez-vous maintenant pour vous assurer que vous ne soyez pas hors des informations qui peuvent vous rapprocher de la vie que vous méritez vraiment. Le moment d'agir est maintenant. Allons à la première règle, préparons bien plus que vous ne le pensez nécessaire. Pourquoi ? Lorsque vous vous asseyez à la table de négociation, vous ne discutez pas seulement des nombres ou des conditions, vous défendez votre valeur, votre temps et votre avenir. Et qui le fait sans suffisamment de préparation, c'est réellement contre soi. Pensez Y, la plupart des gens imaginent que le secret d'une négociation réussie est au moment de la conversation, le moment où les arguments sont échangés, les offres sont publiées et les réponses sont attendues avec l'attente. Mais la vérité est que le résultat a été décidé bien avant, dans les coulisses, dans la préparation méticuleuse que peu de disciplines ont de la discipline. Ceux qui arrivent sans ce travail antérieur sont, dans la pratique, de fournir leur pouvoir de décision entre les mains du hasard, de l'improvisation ou, pire, de la capacité de l'autre côté. Et le résultat ? Acceptez moins que vous ne méritez ou cédez plus que vous ne pouvez, deux pièges qui, une fois activés, sont difficiles à inverser. La préparation est comme le fondement d'un bâtiment, personne ne voit, mais c'est ce qui soutient tout. Imaginez que vous êtes mis au défi pour un match d'échecs contre un maître. Si vous arrivez sans étudier vos pièces, sans analyser vos stratégies préférées ou sans même connaître les ouvertures les plus courantes, vous dépendrez de la chance. Et dans les échecs, comme dans la vie, la chance n'est pas une stratégie, c'est un billet de loterie. Maintenant, transférez ce scénario à une véritable négociation, votre salaire, la valeur d'une propriété, les clauses d'un contrat ou même l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Si vous n'arrivez pas avec des informations précises, un plan structuré et des limites inségables définies, votre position sera aussi fragile que celle d'un joueur qui entre dans la planche aux yeux bandés. Et tout commence par une question qui, bien que simple, peu de réponses honnêtement, que voulez-vous vraiment réaliser ? Cela semble évident, mais la plupart des gens entrent dans une négociation avec des objectifs vacants, tels que « je veux gagner plus » ou « j'ai besoin d'une bonne affaire ». Ce n'est pas une stratégie, c'est un désir sans direction. Allons à l'exemple, vous souhaitez demander une augmentation. Si votre objectif est juste de « gagner plus d'argent », vous êtes obligé de frustrer ou, pire, d'accepter les miettes. Mais si vous définissez « j'ai besoin d'une augmentation de 15%, ce qui correspond à la moyenne du marché pour mon travail », ou alternativement 2 jours éloignés par semaine et un bonus de performance, vous êtes maintenant clair. Et la clarté est ce qui vous permet de négocier avec la flexibilité sans perdre de vue ce qui compte vraiment. Parce que lorsque l'autre partie a une contre-propose inattendue, nous ne pouvons pas donner 15%, mais offrir 10% et un cours de spécialisation rémunéré où vous n'êtes pas paralysé. Vous évaluez, comparez avec vos objectifs secondaires et décidez en toute sécurité, pas le désespoir. Le deuxième pilier de préparation est de découvrir ce qui déplace l'autre partie, et voici le secret qui sépare les négociateurs médians des exceptionnels, les positions sont ce qu'ils disent veulent, les intérêts sont ce dont ils ont vraiment besoin. Un vendeur peut dire « ma propriété ne sort pas moins de 500 000 $.
Mais votre véritable intérêt peut être je dois fermer rapidement parce que je déménage dans un autre état ou je veux me débarrasser de la dette de financement. Si vous n'entendez que le poste, restez coincé dans une discussion sur les prix. Mais si vous comprenez l'intérêt, il ouvre une gamme de solutions. Je peux fermer en 30 jours et couvrir les taux de transfert ou j'offre 480 000 $, mais avec une entrée immédiate et sans bureaucratie. Ce n'est pas magique, c'est l'intelligence préparatoire. Et comment découvrez-vous ces intérêts? Enquêtez au-delà de l'évidence. Il ne suffit pas de jeter un coup d'œil à LinkedIn ou de lire un article de surface. Vous avez besoin de PAN. Quels sont les principaux clients de cette entreprise? Expand-il ou rétrécit-il? Y a-t-il un signe d'urgence, comme une fusion, une crise ou une libération imminente? Chaque détail est une arme. Si vous constatez qu'un fournisseur perd de l'espace sur le marché, vous pouvez négocier des réductions en échange d'un contrat à long terme. Si vous vous rendez compte que cela est en forte demande, vous devez préparer des arguments qui vous donnent une priorité, comme les paiements avancés ou les volumes garantis. L'information n'est pas seulement le pouvoir, c'est un avantage concurrentiel. Mais méfiez-vous, il est inutile d'avoir des données si vous ne savez pas jusqu'où vous pouvez aller. Ceci est le troisième élément critique, votre point de rupture, la limite que vous tirez du tableau car l'accord a cessé de valoir la peine. Beaucoup de gens entrent en négociation avec le mental, voyons, ou tout ce qui aide. C'est le moyen le plus court de vaincre. Si vous n'avez pas de non, bien sûr, aucune offre, peu importe à quel point elle est mauvaise, cela semblera acceptable dans la chaleur du moment. Supposons que vous négociez votre salaire et sachez que, en dessous de 8 000 $, vous ne pouvez pas vous permettre vos factures, investir dans votre carrière et avoir toujours une qualité de vie. Ce numéro n'est pas négociable, c'est sa ligne rouge. Si la proposition vient en dessous de cela, vous avez deux options. 1. Refuser poliment et présenter, cette valeur ne répond pas à mes besoins, mais je peux accepter s'ils incluent X avantages, ou 2. Sortir de la négociation avec leur tête, sachant qu'un non vaut mieux qu'un oui qui vous suffira demain. Et voici la partie que peu font, mais cela fait toute la différence, anticiper les scénarios. Une véritable préparation n'a pas seulement un plan A et A B, a un spectre de possibilités. Que ferez-vous si l'autre partie, A, accepter votre proposition à temps? B. Offrir moins que ce que vous avez demandé? C. Présenter une condition inattendue, comme un concurrent dans la pièce? Ceux qui pratiquent ces réponses avant que la négociation n'atteigne le moment réel avec un énorme avantage psychologique, il n'est pas surpris, ne désespère pas et n'improvise pas sous pression. Imaginez que vous négociez avec un client clé et il dit « Votre prix est de 20% au-dessus de ce que la concurrence offre ». Si vous n'avez pas préparé de réponse, vous bégayerez, céderez ou n'abandonnerez pas d'excuses. Mais si vous y avez pensé, vous pouvez dire « Je comprends votre préoccupation ». Cependant, notre différentiel est X avantage unique, et nous sommes prêts à ajuster le délai de livraison pour compenser. Explorons une solution qui rencontre les deux côtés. Cette préparation vous donne non seulement le contrôle, mais élimine le silence embarrassant, celui qui, dans les négociations, travaille presque toujours contre ceux qui ne sont pas préparés. Une autre erreur fatale? Argumenter sans preuve. Rien ne détruit votre crédibilité plus rapidement que de réclamer quelque chose que vous ne pouvez pas prouver. Si vous dites « le marché paie plus pour ce service mais n'a pas de données », cela ressemble à un bluff amateur. Maintenant, si vous présentez, selon l'enquête de l'institution reconnue, des professionnels ayant mon expérience et mes résultats reçoivent entre $X et $I, et voici 3 exemples de postes vacants actifs avec ces gammes, leur position prend du poids. Parce que dans une négociation, les informations vérifiables ne sont pas seulement un détail, c'est la différence entre être pris au sérieux ou être ignoré. Voir un vrai cas, une personne veut renégocier une dette auprès de la banque. Si vous arrivez sans rien, part probablement avec un plan de portion. Lamentation abusive. Mais si vous recherchez, A. Les taux moyens du marché, B. Votre historique de paiement, pour prouver que vous êtes un bon client, C. Les programmes de renégociation offerts par la banque elle-même et D. Un budget détaillé montrant sa capacité de paiement réelle, elle se trouve à la table avec autorité. J'ai suivi vos politiques strictes, mais mon taux est de 30% au-dessus de la moyenne. Je propose ce plan, qui garantit un paiement complet en 18 mois, sans retard. C'est juste pour vous et viable pour moi. Ce n'est pas de chance,
il est en conséquence de préparation. Et enfin, préparez-vous au-delà de la donnée de votre état d'esprit. La négociation n'est pas seulement une question de stratégie, il s'agit de sécurité. Il est de savoir que vous avez des options, que vous connaissez vos limites, et que si nécessaire, vous pouvez dire un non sans culpabilité. Parce que chaque accord que vous fermez, ou refus, façonne non seulement votre cadeau, mais votre avenir. Et qui négocie avec la préparation ne gagne pas seulement de meilleures conditions, gagne le respect. Parce que, au fond, les gens ne cèdent pas à ceux qui exigent plus, ils cèdent à ceux qui méritent le plus. Et le méritante commence bien avant la table de négociation. Chaque minute investie dans la planification avant que la négociation ne permet d'économiser des heures de regret plus tard. C'est la différence entre l'improvisation et la commandant du résultat. Règle numéro 2, soyez le premier à ancrer la conversation. Il y a un principe psychologique puissant que peu explorent dans les négociations, et qui le domine le jeu. Il s'agit d'être le premier à mettre des chiffres, des conditions ou des attentes sur la table. C'est ce qu'on appelle l'ancrage, établir un point de référence initial qui se façonnera à mesure que l'autre partie verra tout ce qui arrivera plus tard. Beaucoup de gens hésitent à donner le premier numéro de peur de paraître ambitieux, vulnérable ou même de perdre une meilleure offre. Mais la vérité est cruellement simple, qui définit l'encre contrôle l'esprit de l'autre. Imaginez-vous sur un marché devant une œuvre d'art inestimable. Vous demandez au vendeur, combien cela coûte-t-il ? S'il répond 500 $, sa tête accepte déjà cette valeur comme base, même sans savoir si elle est juste. Vous pouvez même négocier, mais tout tournera autour de ces 500 $. Maintenant, si vous aviez d'abord dit, je cherche quelque chose dans la gamme de 300 $, le prix final serait probablement beaucoup plus proche de votre numéro que le sien. C'est la puissance de l'encre. Elle définit le champ de bataille avant même le début de la guerre. Mais pourquoi l'ancrage fonctionne-t-il si bien ? Parce que l'esprit humain a besoin de références pour évaluer quoi que ce soit. Lorsque nous n'avons pas de paramètres, les premières données que nous entendons deviennent la vérité, même si elle est arbitraire. Les études prouvent, qui fait que la première offre influence considérablement le résultat final, car cela oblige l'autre partie à réagir dans leur peinture, pas à la sienne. Ainsi, au lieu d'attendre passivement ce que l'autre propose, clairement est l'autorité de dicter les termes initiaux. Attention, l'ancrage n'est pas de lancer un numéro absurde sur la table ou d'être agressif. Il s'agit d'établir une gamme favorable qui vous donne de la place pour négocier sans catégorique ou malhonnête. Par exemple, si vous vendez une voiture dont la valeur marchande est de 12 000 $, vous pouvez commencer comme ceci, j'ai vu des véhicules similaires allant de 12 500 $ à 13 000 $, et le mien est en très bon état. Avec cette phrase, vous 1. Définit un intervalle réaliste, mais légèrement supérieur à la moyenne. 2. Justifie votre position avec des données externes. 3. Crée une marge pour céder sans quitter votre objectif. Si à la place, vous demandez seulement combien m'offrez-vous ? Vous recevrez probablement une faible proposition, puis vous devrez vous battre pour récupérer le terrain perdu. Une erreur courante consiste à penser que donner le premier numéro vous fait perdre avantage, car l'autre aurait pu offrir plus. Oui, c'est possible. Mais dans la pratique, lorsque vous ancrez, il définit non seulement Rango mais transmet également la sécurité et la domination. L'autre partie se rend compte que vous savez ce qui vaut, qu'il a des attentes claires et que votre position est ferme. Même s'ils avaient prévu d'offrir plus, leur ancre initiale peut devenir le nouveau point de départ, et cela vous profite souvent. Allons à un exemple concret dans le monde du travail. Vous avez subi plusieurs interviews et il est temps de discuter du salaire. La plupart des candidats disent « Je suis ouvert à l'écoute de votre proposition », peur de sembler exigeant. Mais si vous arrivez préparé, avec des études de marché et une expérience dans le poste, vous pouvez dire « Sur la base de l'analyse que j'ai faite à partir de salaire pour ce poste, je considère que c'est juste comme un sondage. Entre 2800 $ et 3200 $. Prêt. Le recruteur ajuste désormais vos attentes à votre rango, même si vous pensez à l'origine à offrir 2500 $. Vous avez ancré la conversation à votre avantage. L'ancrage est également une arme puissante lorsque vous êtes l'acheteur. Disons que vous cherchez un appartement à louer. Au lieu de demander « Combien cela coûte-t-il ?», vous pouvez commencer par
j'ai vu des propriétés similaires dans cette région entre 900 $ et 1000 $. Quelle piste est-ce? Non seulement cela montre que vous avez fait vos devoirs, mais oblige le bailleur à considérer son point de référence avant de donner le sien. S'il pensait demander 1200 $, il pourrait maintenant être plus disposé à ajuster l'offre près de son rango, parce que, psychologiquement, vous vous avez déjà emmené sur votre terrain. Bien sûr, il existe des situations où l'ancrage n'est pas la meilleure stratégie, comme lorsque vous avez très peu d'informations et que le risque de faire une erreur, plus ou moins, est élevé. Par conséquent, la clé d'une ancre efficace est la préparation. La recherche des prix, des valeurs marchandes, de l'historique de l'autre partie et de vos besoins est ce qui rend votre ancre irréfutable. Une ancre sans nom ressemble à de l'agressivité ou à l'amateurisme et cela peut fermer les portes au lieu de les ouvrir. Une autre technique puissante consiste à utiliser des plages au lieu de nombres fixes. Dites « Nous sommes à l'aise avec une valeur comprise entre 15 000 $ et 16 500 $, donne de la flexibilité et donne à l'autre partie qu'il y a de la place pour négocier. De plus, les gammes bien construites ont tendance à tirer le résultat à l'extrême que vous voulez. Si vous dites 15 000 $ à 16 500 $, il est probable que l'accord se termine près de 16 000 $, cela pourrait être votre objectif depuis le début. Si vous ne jouez que R 16 500 $, il peut générer une résistance ou un non immédiat. Et ne sous-estime pas le poids émotionnel de l'ancrage. En établissant un nombre ou une condition, vous dirigez non seulement la conversation mais démontre le leadership. C'est comme prendre le gouvernail d'un navire, l'autre partie a tendance à suivre, car vous vous rendez compte que vous savez où vous allez. Cela ne signifie pas être rigide, au contraire. Le secret est de combiner une ancre forte avec une véritable ouverture à écouter, qui génère le respect et la collaboration, et non la confrontation. Même un adolescent peut utiliser cette stratégie. Au lieu de demander aux parents « puis-je arriver plus tard ?» Côté, il pouvait ancrer « je suis rentré à la maison à 22 h sans problème. » Et nous combinons cela, le week-end, je peux arriver jusqu'à 23 h, tant que je vous avertissais avant et maintenez mes responsabilités. Prêt. Les parents ont désormais un point de départ concret, et la négociation tourne autour de leurs conditions, pas les leurs. L'ancrage n'est pas une manipulation. C'est pour structurer la conversation afin que ses attentes en soient le centre. Ceux qui font cela non seulement négocient mais constituent une réputation pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et dans le monde des négociations, cela vaut plus que n'importe quelle tactique. Et les notes ? Immédiatement, la discussion est en orbite autour de cette période spécifique. Si les parents négocient, l'accord devrait conclure à 22 h 30 ou 22 h 45, pourtant une victoire pour l'adolescent. Sans ce point de départ audacieux, la réponse serait probablement un 22 h est trop sec, pas de marge de flexibilité. L'ancrage n'est pas d'imposer, il définit le terrain où la négociation se produira. Qui fait cela n'est pas arrogant, c'est stratégique. C'est comme dessiner une carte avant de voyager, vous décidez de la destination, mais laissez de la place pour les ajustements en cours de route. Lorsqu'il est fait avec l'intelligence, les données concrètes et un ton collaboratif, ce mouvement donne non seulement un contrôle psychologique, mais vous transforme en négociateur qui dicte le rythme, non seulement le suit. Règle numéro 3, mettre silence comme votre arme la plus pointue. Le silence est l'un des outils les plus puissants, et les plus sous-estimés, de toute négociation. La plupart des gens ressentent une impulsion presque instinctive pour remplir chaque pause, pour répondre à temps, pour empêcher l'air de devenir lourd. Mais c'est précisément dans ce vide qu'y réside l'un des plus grands avantages. Le silence n'est pas l'absence, c'est une présence stratégique. Il transmet la sécurité, oblige l'autre partie à réfléchir et révèle souvent des informations qu'il n'avait pas l'intention de partager. Imaginez que vous négociez l'achat d'une voiture d'occasion. Le vendeur sort. Le prix est de 30 000 $, mais c'est beaucoup pour l'état du véhicule. La réaction commune serait de réfuter à l'époque, c'est beaucoup. Je peux payer 25 000 $ au plus. Mais un négociateur expérimenté sait ce silence dans ce moment. Ah, c'est une lame invisible. Si vous regardez simplement le vendeur calmement, peut-être avec un léger signe de tête, sans dire un mot, la pause devient inconfortable pour lui. Et c'est dans ce inconfort que beaucoup cèdent. Regardez, si vous fermez aujourd'hui, je peux faire pour 28 000 $. Ce n'était pas magique. C'était une pure psychologie.
Le silence fonctionne car il casse le script attendu. Les gens sont habitués aux réponses immédiates, un oui, un non, une contre-proposition. Lorsque cela ne se produit pas, le cerveau de l'autre partie passe en mode remplissage automatique, il ressent le besoin de justifier, d'expliquer ou même de s'aider à dégicher la conversation. Et c'est là que vous obtenez des informations précieuses sans avoir à demander. Mais méfiez-vous, le silence n'est pas de traverser les bras et de jeter des regards hostiles. L'art est en exécution. Si votre pose est livrée avec une posture rigide ou une expression fermée, vous semblerez agressif. Le secret est de combiner le silence avec contact visuel silencieux, montre que vous traitez, pas ignorez. Langage corporel ouvert, bras détendus, pente légère. Un léger signe de tête ou une expression réfléchie, signale que vous envisagez, ne rejetant pas. Cela transforme la rupture en une invitation à la réflexion, pas un mur. Silence comme extracteur d'informations. Utilisez-le lorsque l'autre partie fait une vague proposition ou lorsqu'elle soupçonne qu'il y a plus de mots. Disons qu'un fournisseur dit « Nous pouvons donner un rabais si vous augmentez le volume ». Au lieu de tirer des questions, attendez. Gardez une expression attentive et laissez le poids de la phrase de l'autre être détaillé. En fait, si vous achetez 20% de plus, nous réduisons 10% dans la valeur unitaire et toujours flexible la date limite de paiement. Vous venez d'avoir obtenu des données cruciales sans pousser. Dans l'environnement d'entreprise, le silence est un atout dans les négociations salariales. Si votre patron offre une augmentation de 3% et que vous répondez avec un « merci » automatique, la conversation s'arrête là. Mais si, au lieu de cela, vous payez, regardez les papiers sur la table et prenez quelques secondes pour réagir, les chances de vous compléter sont élevées, eh bien, laissez-moi voir si je peux m'adapter à 4% ou inclure un bono par performance. Cette différence n'est pas venue de votre demande, elle est venue du pouvoir de ne pas vous présenter. Silence comme frein émotionnel. Les négociations se réchauffent lorsque les émotions prennent le relais. Une proposition injuste, un commentaire acide, et c'est tout, la raison sort de la fenêtre. Le silence agit comme un amortisseur. Quand quelqu'un libère un « c'est complètement irréel », la réaction instinctive est de se défendre, c'est non. Pourquoi ? Mais si vous respirez, faites une pause, puis demandez, calmement, quel point spécifique considérez-vous unreal ? Changement de dynamique. Vous désarmez la tension et dirigez la conversation aux faits, pas aux affrontements. De même, le silence peut être un « non » élégant. Si quelqu'un fait une offre basse et que vous, au lieu de le rejeter à l'époque, faites simplement une pause avec une expression de doute, l'autre est souvent autoguidant, eh bien, nous pouvons passer en revue cette valeur. Sans confrontation, pas d'argument, simplement avec la pression subtile d'un vide puis. Quand, et comment, utiliser le silence ? Bien sûr, il ne s'agit pas de se taire tout le temps. Le silence perd le pouvoir de tourner un tic nerveux ou une tactique évidente. Le timing est tout. Après une proposition, que l'autre partie ressente le poids de ce que vous venez de dire. Lorsque vous réalisez qu'il y a plus d'informations par derrière, le silence encourage l'autre à combler les lacunes. En période de tension, pour éviter les réactions impulsives. À la maison, par exemple, un adolescent qui demande à aller à un spectacle et entend un « nous ne sommes pas en sécurité » peut, au lieu d'insister, attendez simplement, avec un regard de près. Beaucoup de parents, face à cet espace, finissent par manger, eh bien, si vous allez avec vos amis et que vous promettez de revenir tôt, nous pensons. Le silence n'a pas changé leur position, il a ouvert la porte à la négociation. Le silence n'est pas de la passivité. C'est le contrôle. Qui domine cet outil extrait non seulement plus de valeur des conversations, mais projette une image de sécurité et de domaine, et, dans n'importe quelle table de trading, c'est une monnaie. Le silence n'est pas un vide, c'est une invitation. Un espace stratégique qui permet à l'autre de traiter, repenser et souvent reconsidérer leur propre position. Mais sa force va au-delà de la tactique, qui domine le silence non seulement extrait les avantages des négociations, mais transmet également une confiance inébranlable. Un négociateur qui n'est pas intimidé par les secondes de qui est considéré comme quelqu'un qui n'a pas à remplir l'air de mots pour valider son pouvoir. Dans un monde où la plupart parlent trop, peut-être la fermeture au bon moment porte un avantage concurrentiel brutal.
Le silence agit comme une corde invisible, au lieu de pousser l'autre à ses côtés, il l'attire. C'est une force subtile qui fait bouger l'autre partie sans avoir à exercer une pression. Et c'est là que nous entrons dans la 4e règle, donner quelque chose de petit gratuitement pour activer la réciprocité. Il existe un principe psychologique si puissant qu'il traverse les cultures, les temps et même les systèmes de croyance, la loi de la réciprocité. C'est la tendance humaine presque instinctive à rembourser ce que vous recevez. Si quelqu'un vous propose un café, vous ressentez l'envie de payer le suivant, à retourner le geste avec une faveur ou du moins avec gratitude. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la science. Des études en psychologie sociale et en comportement humain prouvent que ce mécanisme influence de manière décisive la façon dont les gens prennent des décisions, en particulier dans les négociations. Qui comprend et applique ce principe améliore non seulement leurs résultats, mais les transforme complètement. Mais méfiez-vous, donner quelque chose gratuitement n'est pas synonyme de perdre. C'est une décision stratégique. Il s'agit d'offrir un geste calculé, une concession initiale ou un avantage supplémentaire qui a un faible coût pour vous, mais pour l'autre partie, il représente une valeur perçue élevée. Ce mouvement simple modifie la dynamique de la négociation, car, psychologiquement, l'autre personne se sent endettée et cherche, même inconsciemment, à équilibrer l'équilibre. Voyez comment cela fonctionne dans la pratique. Imaginez entrer dans un magasin de parfums, même avant d'acheter quelque chose, recevez un échantillon gratuit d'un arôme exclusif. Cette petite bouteille ne coûte presque rien pour la marque, mais dans son esprit, quelque chose déclenche, ils m'ont donné quelque chose sans rien demander en retour. Peut-être que je devrais revenir. Ce n'est pas une manipulation, c'est comme si notre cerveau devait répondre à des faveurs inquiets. Maintenant, transportez cet exemple à une négociation complexe. Disons que vous discutez d'un contrat à long terme avec un fournisseur. Avant de plonger au point plus mince, il offre un avantage inattendu, une formation gratuite sur l'utilisation de votre produit. Pour vous, le coût est minime, pour eux, c'est une valeur ajoutée qu'ils n'attendaient pas. Ce geste apparemment simple génère de la bonne volonté et prédispose l'autre partie à céder à des questions plus critiques telles que les délais de prix ou de paiement. Mais tous les cadeaux n'ont pas le même impact. Le secret est dans la valeur perçue, pas dans le coût réel. Si vous offrez quelque chose qui, pour vous, est facile à fournir, mais qui, pour l'autre, représente un grand avantage, l'effet est immédiat. Il peut être prioritaire dans la livraison, l'accès à des informations exclusives, un soutien prolongé ou même un détail symbolique avec une charge émotionnelle. Pensez à un hôtel qui, face à une plainte, offre une posture de courtoisie accompagnée d'une lettre manuscrite. Le coût des bonbons est dérisoire, mais l'impact émotionnel sur l'invité est énorme, au point de transformer une expérience négative en une indication future. Ce principe a déjà débloqué des négociations apparemment sans fin. Une entreprise technologique, par exemple, a fait face à la résistance d'un client clé en raison du prix. Après plusieurs tentatives frustrées, ils ont décidé d'inclure, sans frais supplémentaires, un module logiciel secondaire qui a été normalement chargé séparément, ainsi que la formation initiale gratuite. Pour l'entreprise, l'investissement était minime, le module était déjà développé et la formation fait partie de sa structure. Pour le client, cependant, c'était un différentiel qui a fait non seulement pour fermer le contrat, mais aussi pour étendre la demande, convaincu qu'elle recevait un traitement spécial. Il en va de même pour les relations de travail. Imaginez un employé à négocier la flexibilité du temps. Au lieu d'exiger tous les avantages à la fois, il commence à offrir quelque chose. Je suis prêt à couvrir périodiquement un changement difficile si nous pouvons ajuster mon temps dans quelques jours. Ce geste initial modifie la perception de l'employeur. Ce n'est plus une concession unilatérale, mais un échange équitable, et cela facilite l'accord. La réciprocité agit également dans des contextes informels. Un voisin qui répare son vélo sans demander à rien de ne pas avoir à demander de l'aide pour tailler votre jardin à l'avenir. Vous vous sentirez vous-même obligé de rembourser. Dans la vie quotidienne, avec la famille, les amis ou c'est Olga, un petit geste initial, que ce soit du temps, des informations précieuses ou une flexibilité à un point plus petit, peut ouvrir des portes pour des concessions plus importantes sur des questions plus pertinentes. Mais il y a un détail crucial, la réciprocité devrait être authentique.
Si l'autre se rend compte que son geste est une stratégie calculée pour extraire quelque chose en retour, l'effet est inversé. Les gens ont un radar pointu pour détecter la manipulation. Par conséquent, la clé est que votre offre est perçue comme sincère, vous donnez parce que vous appréciez la relation, car vous voulez renforcer la confiance. Et, paradoxalement, c'est quand l'autre ressent cette authenticité que le désir de rembourser devient encore plus fort. Le timing fait également une différence. Si vous offrez votre geste trop tard, lorsque la négociation est déjà tendue, vous pouvez ressembler à une dernière ressource désespérée. Mais si vous le faites au début ou à un moment stratégique, le message est clair, je ne suis pas seulement là pour en profiter. Je veux ajouter de la valeur. Ce changement de perspective ouvre la voie à des accueils plus collaboratifs et moins confrontés. Dans certaines cultures, ce principe est si naturel qu'il fait partie du protocole. Dans de nombreuses sociétés asiatiques, par exemple, il est courant d'offrir un petit cadeau ou un geste d'hospitalité, un thé, un régal symbolique, même avant de commencer une négociation formelle. La valeur économique n'est pas pertinente, mais l'impact sur la confiance est immense, la conversation coule plus d'harmonie et les parties se sentent plus enclines à céder. En Occident, bien que la forme soit différente, l'essence reste la même. Un déjeuner, un toast ou une information utile partagée sans intérêt immédiat peuvent être le coup de pied off pour des relations plus productives. Ce qui compte n'est pas la taille du geste, mais l'intention derrière elle, et l'effet qu'elle déclenche. Parce que, au fond, les gens n'oublient pas comment vous les avez fait ressentir. Et un petit acte de générosité, lorsqu'il est bien appliqué, peut être le levier qui déplace les montagnes dans une négociation. La stratégie peut prendre différentes formes, mais la logique est toujours la même, donner avant de demander. Bien sûr, il faut prudence pour ne pas donner trop ou offrir des avantages irréversibles au début, cela peut être interprété comme une faiblesse. Le secret est de donner quelque chose qui ne compromet pas votre position, ce qui a un faible coût pour vous, mais une grande valeur à l'autre. Imaginez, par exemple, un pigiste négociant un projet avec un client potentiel. Au lieu de pénétrer directement dans la proposition commerciale, il offre un audit gratuit de la situation actuelle du client, quelque chose qui ne peut prendre qu'une heure, mais montre une expertise et renforce la confiance. Ce geste apparemment simple active le principe de réciprocité, plus que cela, transforme la dynamique de la négociation. Soudain, vous n'êtes plus un adversaire et vous êtes considéré comme un partenaire intéressé par les gains mutuels. Et c'est là que réside le pouvoir de cette approche. Lorsque vous donnez en premier, sans rien demander en retour, il crée un lien qui ouvre des portes. Les gens se souviennent de qui était généreux sans arrière-pensée, et dans un monde où tout le monde se concentre sur la prise, qui sait se démarquer stratégiquement et récolter beaucoup plus que semer. 5e règle, ne démontrez jamais le désespoir ou la dépendance. L'une des erreurs les plus mortelles de toute négociation est de montrer que vous avez besoin de cet accord plus que l'autre partie. Au moment où cela se produit, votre position s'affaiblit instantanément. C'est presque instinctif, si quelqu'un semble désespéré, la valeur perçue de ce qui offre la chute et le pouvoir de décision migre à travers le tableau. Donc, même lorsque vous dépendez vraiment de ce résultat, la transmission de la sécurité est essentielle. Il ne s'agit pas d'être arrogant ou froid, mais de projeter la confiance dans sa valeur, dans sa proposition et sa volonté de se retirer si les conditions ne sont pas justes. Cette posture génère du respect et empêche l'autre partie d'essayer d'explorer une supposée fragilité. Un exemple classique se produit sur le marché du travail. Un candidat qui, au milieu de l'entretien, dit des choses comme « j'accepte tout salaire », ce que vous pensez être juste est en fait d'évaluer votre temps et vos compétences. Le recruteur, même inconsciemment, interprétera cela comme un manque de confiance en soi, et la plupart du temps offrira moins que le professionnel le mérite. Mais comment transmettre la sécurité lorsque, en interne, la pression est excellente ? La réponse est en 2 piliers, la préparation et l'état d'esprit. Tout d'abord, connaissez votre valeur. Savoir exactement quand. Elle est sa limite minimale, ce point au-delà duquel l'accord n'a aucun sens, et ce qui est prêt à négocier. Plus vous êtes plus léger sur vos conditions, plus votre posture sera ferme. Deuxièmement, dominez le langage non verbal. Une position érigée, un ton de voix calme et pauvre, un contact visuel ferme et l'absence de gestes nerveux, comme le déplacement des mains ou d'éviter l'aspect oculaire, communiquent le contrôle.
Même une pause stratégique avant de répondre peut transmettre plus d'autorité que les mots hâtifs. Et il existe une ressource encore plus puissante pour éviter l'apparence de la dépendance, avoir des alternatives. Lorsque vous n'avez qu'une seule option, votre esprit passe en mode tout ou rien, et cela se reflète dans votre comportement. Par conséquent, avant une négociation cruciale, développez votre BATNA, Bestivo à un accord négocié, c'est-à-dire votre meilleure alternative si l'accord ne se matérialise pas. Si vous négociez le loyer d'une propriété, par exemple, avez 2 ou 3 options à l'esprit. Même si vous ne les mentionnez pas, le simple fait que vous connaissez vous fait négocier plus pacifiquement. Le propriétaire, réalisant que vous n'êtes pas acculé, réfléchira à 2 fois avant d'imposer des conditions abusives. Ce principe s'applique également aux ventes. Un vendeur qui dépend d'une seule transaction transmet de l'anxiété, soit avec des phrases telles que « j'ai besoin de fermer aujourd'hui, s'il vous plaît », soit une insistance excessive. Celui qui a un pipeline d'opportunités négocie calmement, écoute les besoins et les cadeaux des clients sans solution de pression. Et, ironiquement, c'est ce professionnel qui ferme plus d'affaires, car personne ne veut acheter chez ceux qui semblent désespérés. Il y a encore un atout psychologique qui peut être utilisé à votre avantage, la rareté. Les gens apprécient plus ce qu'ils perçoivent comme un accès rare ou limité. Il ne s'agit pas d'inventer des mensonges, mais de communiquer, naturellement, que leur temps, leurs produits ou leurs propositions ont de la valeur et ne sont pas disponibles indéfiniment. Un consultant, par exemple, peut dire « Actuellement, j'ai de la place pour un nouveau client dans ce trimestre. J'aimerais que vous considériez cette opportunité. » Cette phrase, sans être agressive ou fausse, soulève la perception de la valeur. Après tout, ce qui est rare devient plus souhaitable. Dans le commerce, des stratégies comme Last Units, ou l'offre à durée limitée, attirent des ventes précisément pour cela. Dans une négociation directe, l'équivalent est d'établir des délais clairs ou de souligner que certains avantages ne seront pas toujours disponibles. Combiné avec une posture sûre, le message est clair, je suis ici parce que je veux conclure une bonne affaire, mais je ne m'en dépense pas pour survivre. Un vrai cas illustre bien ce concept. Un professionnel de la technologie, lors de la négociation de son salaire, a préparé des alternatives, il avait un autre entretien prévu et avait déjà contacté une entreprise de recrutement. Au cours de la conversation, au lieu d'accepter la première offre, il a entendu, a fait une pause stratégique et a répondu « Je remercie la proposition, mais sur la base de mes recherches et d'autres opportunités que j'évalue, je considère qu'elle est juste pour un salaire entre $4 000 et $4 500. » La société, réalisant qu'elle n'était pas désespérée, a ajusté l'offre pour assurer son embauche. S'il avait montré une dépendance, il aurait probablement accepté une valeur inférieure. Même dans des situations personnelles, comme l'achat d'une voiture d'occasion, cette dynamique est répétée. Si l'acheteur arrive en disant « S'il vous plaît ne vend à personne, j'ai vraiment besoin de cette voiture », le vendeur. Vous remarquerez l'énergie et sera beaucoup moins flexible en prix. Si l'acheteur montre des intérêts, mais transmet la tranquillité, j'aime cette voiture, mais j'évalue d'autres options similaires. Quel est votre meilleur prix? La dynamique change complètement. La simple perception qu'il existe des alternatives renforce votre position, même si, en réalité, un seul est viable. Éviter de démontrer le désespoir nécessite également un contrôle émotionnel. Lorsque nous ressentons un besoin urgent, notre corps trompe, des gestes nerveux, des paroles rapides, des justifications excessives. Une technique efficace consiste à répéter le ton de la voix et de la posture, avant le miroir ou avec quelqu'un de confiance. La préparation émotionnellement vous permet de concevoir la sécurité, même sous pression. Enfin, n'oubliez pas, ne dépendez pas d'un accord spécifique ne signifie pas une indifférence au résultat. Cela signifie valoriser votre temps et offrir au point de se retirer si la proposition n'est pas juste. Cette attitude, loin de fêche porte d'air, vous transforme en quelqu'un respecté. L'autre partie se rend compte qu'elle traite d'un professionnel auto-affé, et cela redéfinit toute la négociation. En résumé, ne révèle jamais le désespoir, même si vous le ressentez. Gardez les options ouvertes, dominez votre langage corporel, appliquez la psychologie de l'escasé et n'oubliez pas que sa valeur n'est pas limitée à un seul accord. Cet état d'esprit garantit non seulement de meilleures conditions, mais renforce également sa confiance en soi,
permettant de négocier avec l'équilibre et le respect, les ingrédients essentiels pour des résultats durables. Règle numéro 6, apprenez à écouter au-delà des mots. L'écoute semble basique, donc quotidiennement que peu de gens s'arrêtent pour réfléchir à leur véritable pouvoir dans une négociation. La plupart croient que l'écoute n'attend que le virage pour parler. Mais l'écoute entre les lignes va bien au-delà, il capture des nuances dans le ton de la voix, les émotions cachées derrière les phrases, dans le langage corporel, surtout, dans ce qui n'est pas dit. Qui domine cette capacité extrait des informations précieuses qui donnent un avantage stratégique. Souvent, ce qui compte le plus n'est pas dans le contenu littéral, mais comment quelque chose est dit ou omis. Imaginez qu'un fournisseur déclare « Nous pouvons un peu ajuster le prix, mais ce serait compliqué ». Si vous vous contentez de mots, vous pouvez conclure qu'il n'y a pas de marge. Mais si vous regardez le ton de la voix, des pauses ou de l'expression faciale, il peut détecter l'hésitation, un signe qu'il y a de la place pour la négociation, ne veulent tout simplement pas céder facilement. Cette perception vous permet d'ajuster votre approche et d'appuyer sur le bon moment. L'écoute entre les lignes signifie également déchiffrer les émotions. Quelqu'un peut dire « pas de problème » avec un sourire, mais le ton tendance révèle le contraire. Cet écart est crucial, il permet d'anticiper les objections ou la résistance avant de devenir explicite. Si vous vous rendez compte que, derrière une acceptation apparente, il y a un doute ou une insatisfaction, posez des questions ouvertes, j'ai remarqué que quelque chose vous dérange. Y a-t-il un point dans cette proposition qui vous inquiète? Cette attitude montre de l'empathie, réduit les tensions et fournit en même temps des données pour négocier intelligemment. Le langage corporel est une source inépuisable d'idées. Les bras croisés, évitez le contact visuel, déplacer les pieds ou changer constamment la posture peut indiquer l'inconfort ou la résistance. Déjà une posture ouverte, un look ferme et des gestes détendus signalent la volonté de l'accord. Dans une négociation, ces indices aident à décider quand insister, quand céder ou quand il reste silencieux. Par exemple, si quelqu'un est d'accord verbalement, mais que son corps se rétracte, il peut y avoir un facteur caché. L'identification de cela fait de la place pour explorer, il semble que quelque chose ne vous ait pas encore convaincu. Pouvons-nous en parler? L'écoute entre les lignes révèle également de réelles motivations, souvent non déclarées. Un client peut dire que sa plus grande préoccupation est le prix, mais en fait, il cherche la sécurité, la fiabilité ou le statut associé à votre produit. Si vous découvrez ce qui déplace vraiment l'autre partie, vous pouvez diriger votre proposition à ce point. Un client qui insiste sur la remise peut non seulement vouloir le prix le plus bas, mais le sentiment d'avoir fait une bonne affaire. Dans ce cas, offrir un avantage supplémentaire, tel qu'un service exclusif ou une échéance prolongée, peut être plus efficace que la réduction des valeurs. L'écoute active est la clé de ceci, il ne suffit pas d'écouter, vous devez démontrer l'attention avec les gestes, hocher la tête, maintenir le contact visuel, et les phrases de confirmation, je comprends, c'est important pour vous, ainsi que de poser des questions qui approfondissent le dialogue. Cette posture génère de la confiance et fait souvent révéler l'autre partie que prévu, chaque information est une pièce de plus pour prendre des décisions stratégiques. Un exemple clair se produit dans les négociations salariales. Si un employeur dit « c'est le meilleur salaire que nous puissions offrir pour le moment », mais il le fait regarder en bas, une voix peu sûre ou après une longue pause, il y a de la place pour explorer d'autres aspects, je comprends la limite de salaire de base. Serait-il possible de discuter d'un bon pour la performance ou des jours de bureau à domicile? Cette approche peut ouvrir des portes qui autrement passeraient inaperçues. L'écoute entre les lignes signifie également du silence durable. Beaucoup de gens ressentent le besoin de remplir chaque pause, mais si vous apprenez à interpréter non seulement ce qui est dit, mais ce qui est silencieux, vous obtiendrez des informations précieuses. Par exemple, en demandant « Quel est le plus grand défi que vous voyez dans cette proposition ?» Et l'autre partie prend pour répondre « Cette hésitation est déjà un péché. » Elle évalue probablement comment exprimer une réelle préoccupation. Si vous respectez ce silence et attendez, il est très probable que la vérité apparaisse, et vous aurez ensuite l'avantage d'agir avec précision. Il est capable de faire confiance. Ce ne sont pas seulement des chiffres dans un contrat ou des clauses bien écrites, ce sont ceux qui sont de l'autre côté de la table. Lorsque vous investissez dans la création d'une connexion authentique, vous ne fermez pas seulement une entreprise, vous plantez les graines pour les récoltes futures.
Et dans un monde où les transactions sont de plus en plus impersonnelles, cette approche devient un différentiel puissant. Imaginez 2 scénarios. Dans le premier, vous terminez un accord avec un client utilisant des tactiques de pression, obtenez un bon profit immédiat, mais laissez l'autre partie avec le sentiment qu'elle a été surmontée. Dans la seconde, vous négociez avec la transparence, cherchez à comprendre les besoins réels du client et à proposer une solution qui, sans maximiser son profit à court terme, crée une satisfaction mutuelle. Lequel des 2 clients reviendra? Lequel indiquera votre travail aux autres? La réponse est évidente. Les affaires ne sont pas des transactions isolées, ce sont des chapitres d'une relation continue. La clé pour transformer une négociation ponctuelle en un partenariat durable est en 3 piliers: confiance, valeurs partagées et cohérence. La confiance n'est pas construite avec des mots, mais avec des actions. Si vous promettez quelque chose, faites-le. Si vous faites une erreur, assumez et corrigez. De petits gestes, comme admettre une limitation, fournir une solution alternative ou même se retirer à un moment plus petit pour préserver la relation, montrez que vous appréciez le partenariat plus qu'une victoire éphémère. La valeur partagée va au-delà du prix. Demandez-vous, comment puis-je faire de l'autre partie de cette négociation en train de sentir que vous avez quelque chose d'important? Parfois, cela signifie fléchir les délais, fournir un soutien supplémentaire ou même connecter la personne à des opportunités en dehors de la portée de l'accord. Un client qui estime que vous êtes vraiment intéressé par votre succès sera beaucoup plus fidèle que celui qui ne vous voit que comme fournisseur. La cohérence est ce qui transforme une bonne impression en une solide réputation. Il ne sert à rien d'être empathique et collaboratif dans une négociation si vous agissez opportuniste. Les gens se souviennent de ce que vous les faites ressentir, et dans un marché interconnecté, une mauvaise expérience se propage rapidement. D'un autre côté, une réputation d'intégrité attire des opportunités sans avoir à les chercher. Il y a une dictée derrière des grandes négociations: le meilleur accord est celui où les 2 parties quittent le tableau qui veut travailler à nouveau ensemble. Cela ne signifie pas abandonner vos objectifs, mais trouver le point où on n'annule pas le succès de l'autre. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, quelque chose d'intéressant se produit. Les objections diminuent, les conversations coulent plus naturellement et les solutions ont souvent émergé que personne n'avait considérées au début. Par exemple, dans une négociation entre 2 sociétés, au lieu de lutter pour une remise de 10%, vous pouvez proposer un contrat à long terme avec des ajustements annuels basés sur des mesures de performance. Ainsi, le fournisseur gagne en stabilité et vous assurez la prévisibilité et la qualité. Ou, dans une embauche, au lieu de discuter uniquement du salaire, vous pouvez structurer un package avec des bonus pour les résultats, la flexibilité et les opportunités de développement, quelque chose qui répond aux besoins du professionnel sans brûler inutilement l'entreprise. L'art de négocier avec une vision à long terme nécessite de la patience et de la discipline. Vous devrez résister à la tentation d'extraire autant que possible à chaque interaction et à vous concentrer plutôt sur la façon dont chaque accord s'intègre dans une relation plus large. Mais les fruits de cette approche sont indéniables: les clients qui reviennent, les partenaires qui défendent leur nom et un réseau de contacts qui devient un atout invisible mais incalculable. N'oubliez pas, les gens peuvent oublier ce que vous avez dit, vous pouvez même oublier ce que vous avez fait, mais vous n'oublierez jamais ce que vous les avez fait ressentir. Et en fin de compte, ce sont les émotions, confiance, respect, sentiment d'être entendu, qui déterminent si une négociation n'était qu'un accord ou le début de quelque chose de beaucoup plus grand. La confiance n'est pas une fonctionnalité épuisante, c'est un investissement qui se multiplie. Lorsque vous devenez ce professionnel qui inspire la sécurité, qui écoute une véritable attention et cela montre un réel intérêt pour le succès de l'autre. Les portes s'ouvrent organiquement. Ce ne sont pas seulement plus d'opportunités qui se présentent, mais des conditions plus favorables, des partenariats qui résistent au temps et aux relations qui transcendent un simple échange commercial. Pensez Y, même lorsqu'un accord ne se matérialise pas pour le moment, l'impression que vous quittez peut être la graine des affaires futures. Ce client qui n'a pas été en mesure de fermer le contrat aujourd'hui peut, demain, nommer son nom à un collègue, revenir avec un budget plus important ou l'inviter à un projet de wingspan plus élevé. Ce n'est pas un hasard si les entreprises et les professionnels les plus prospères sont ceux qui, même en impasse, quittent la table avec l'autre partie qui se sentait respectée. Un vrai cas illustre parfaitement une relation bien construite dépasse tout accord ponctuel.
Une petite agence de conception graphique, lors de la négociation avec une grande entreprise, a choisi d'ajuster son prix dans un projet pilote, non pas pour la faiblesse mais par stratégie. L'engagement était clair, une qualité impeccable et des délais de manière non. Le client, impressionné par la livraison, a non seulement renouvelé le contrat, mais a également confié tous ses projets à cette agence. Le résultat ? Un flux de revenus bien supérieur à la valeur de ce premier accord. Si l'agence avait priorisé le profit immédiat, a peut-être gagné quelques autres reais ce mois-ci, mais perdrait la relation qui, des années plus tard, soutient toujours sa croissance. Négocier avec l'accent mis sur la relation, c'est voir l'autre partie non comme un adversaire à surmonter, mais comme un allié potentiel. C'est un état d'esprit qui nécessite de la patience et de la vision à long terme, des qualités rares, mais qui séparent les négociateurs médiocres des véritables exceptionnels. Lorsque vous faites que l'autre partie accepte non seulement un accord, mais que vous sortez de la table avec la certitude que vous pouvez vous faire confiance, votre capacité à générer des opportunités s'étend de façon exponentielle. Règle 8. Maîtrisez vos émotions et déchiffrez ceux de l'autre. Les émotions sont le facteur invisible qui peut définir le succès ou l'échec d'une négociation. Peu importe à quel point vous vous êtes préparé ou à quel point votre stratégie est solide, si vous perdez le contrôle émotionnel au moment critique, une décision impulsive peut tout ruiner. D'un autre côté, savoir comment lire les émotions des autres vous donne un avantage stratégique, vous permet d'anticiper les mouvements, d'adapter votre approche et de mener la conversation avec précision. La négociation n'est pas un exercice de logique pure, c'est, surtout, une interaction humaine, où la peur, la frustration, l'enthousiasme ou l'irritation sont présents dans chaque mot, geste et silence. Rester calme sous pression ne signifie pas être froid ou indifférent, mais préserver l'équilibre nécessaire pour penser clairement, même lorsque la tension est à la hauteur. La pression peut provenir de diverses sources, l'urgence de fermer l'entreprise, la posture agressive de l'autre partie, le sentiment qu'il y a longtemps en jeu ou simplement l'inconfort d'être observé et évalué. La clé est de reconnaître vos émotions avant de vous dominer. Si vous réalisez que la conversation se réchauffe et que l'irritation commence à prendre soin, la première étape consiste à s'arrêter, même en interne, et à empêcher ce sentiment de se transformer en une réponse impulsive. Il existe des techniques éprouvées pour maintenir l'auto-témoignage. L'un des plus simples et les plus puissants est la respiration consciente. Une pause pour inspirer profondément et se développer lentement peut sembler insignifiante, mais elle a un effet physiologique immédiat, réduit la fréquence cardiaque, détend le corps et clarifie l'esprit. Un autre outil efficace est l'utilisation de silences stratégiques. Lorsque nous avons reçu une proposition provocatrice ou une critique injuste, au lieu de réagir à temps, une brève pause nous donne du temps pour traiter et répondre intelligemment. Souvent, ce silence nous protège non seulement des regrets mais aussi déconcertant l'autre partie, ce qui les a conduits à révéler plus d'informations ou même à adoucir sa posture. La préparation mentale avant la négociation est également fondamentale. Voir les scénarios difficiles et répéter les réponses affirmées évite les surprises désagréables. Si vous savez que l'autre négociateur est souvent agressif ou utilise des tactiques de manipulation, ayez des phrases neutres et prépare des postures fermes. Par exemple, face à la pression comme « si vous ne l'acceptez pas maintenant, vous manquerez l'opportunité », une réponse sereine comme « je vous remercie pour votre point de vue, mais j'ai besoin d'analyser tous les aspects avant de décider », garder le contrôle sans grimper le conflit. La lecture des émotions des autres est si brute. Combien de contrôler le vôtre? Observez les signes non-verbaux, le ton de la voix, la vitesse de la parole, les expressions faciales ou la posture corporelle, révèlent bien plus que les mots. Un négociateur qui traverse les bras durement, resserre ses lèvres et évite le contact visuel est probablement défensif ou ennuyé. Ceux qui se penchent en avant parlent plus vite et avec un ton élevé peuvent être anxieux ou désireux de conclure l'accord. L'identification de ces états émotionnels vous donne des indices précieux sur la façon de mener une conversation. Si vous percevez l'irritation, vous pouvez réduire le rythme et adopter un ton plus calme. Si vous remarquez l'anxiété, vous pouvez offrir des garanties ou des informations supplémentaires pour soulager la tension. Traiter avec des négociateurs ou des manipulateurs agressifs nécessite encore plus de compétences. Certains utilisent des tactiques hostiles, ils élèvent leur voix, interrompent constamment ou essaient de le mépriser pour imposer leur volonté. La pire réaction consiste à répondre dans la même pièce, car cela ne fait que nourrir le conflit et réduit les chances d'une affaire avantageuse.
Au lieu de cela, gardez le sang-froid et utilisez la communication assertiva. Une stratégie efficace consiste à reconnaître l'émotion sans céder. Je comprends que ce point vous est sensible. Explorons une solution qui fonctionne pour les deux. Cette approche désarme l'agression sans compromettre sa position. Une autre tactique courante est l'utilisation de la culpabilité ou de la peur, avec des phrases comme « si vous ne signez pas aujourd'hui, vous manquerez une excellente opportunité » ou « vous nous mettez dans une situation difficile ». Ces pressions émotionnelles sont conçues pour forcer une décision hâtive. Dans ce cas, rappelez-vous vos objectifs, votre limite et le droit d'analyser calmement. Une réponse ferme mais polie, telle que « valorise votre proposition, mais je dois m'assurer qu'elle est juste pour les deux parties. Je ne prends pas de décision sous pression », renforce son professionnalisme et protège ses intérêts. Les émotions peuvent également être des alliés si elles sont utilisées avec l'intelligence. Démontrer un véritable enthousiasme pour une avance crée un climat positif, montrer une déception contrôlée face à une offre injuste peut conduire l'autre partie à la repenser. Cependant, cela devrait être fait naturellement. Si l'autre partie réalise la manipulation, vous perdez instantanément la crédibilité. La vraie maîtrise est d'utiliser votre intelligence émotionnelle pour ne pas maîtriser, mais pour vous connecter. Lorsque vous équilibrez la fermeté avec l'empathie, la stratégie avec l'authenticité, pas seulement les affaires proches, construit des ponts. Et ce sont ces ponts qui transforment une transaction simple en une relation durable, où ils gagnent tous les deux. L'art de la négociation ne se limite pas à maîtriser leurs émotions, il s'agit d'orchestre avec une précision stratégique, jamais réactivement. Un cas emblématique dans l'univers de l'entreprise illustre ce principe avec maîtrise. Imaginez un entrepreneur à une table de négociation avec un investisseur notoire pour son style agressif et intimidant. Au cours de la réunion, l'investisseur a interrompu chaque phrase, disqualifié des points cruciaux du plan d'affaires et lancé des commentaires presque personnels. La réaction attendue serait défensive, la frustration, les justifications émotionnelles ou même la confrontation directe. Mais l'entrepreneur a fait quelque chose de radicalement différent. Il a maintenu sa posture stable, un ton stable et, à chaque critique, a rencontré les points soulevés. Il a ensuite répondu non pas par des arguments émotionnels, mais par des données concrètes, des graphiques et des projections, empêchant toujours la discussion de glisser sur le terrain personnel. L'effet a été surprenant, progressivement, l'agressivité de l'investisseur s'est refroidie. La dynamique a changé. Ce qui a commencé comme un affrontement s'est transformé en un dialogue productif, culminant en un accord équilibré. Plus que de conclure l'accord, cet auto-témoignage stratégique a valu à l'entrepreneur quelque chose de plus précieux, le respect et une réputation inébranlable. Maîtriser leurs émotions et déchiffrer ceux de l'autre n'est pas un cadeau inné, c'est une capacité qui améliore la pratique délibérée. Plus vous vous entraînez à perception de soi, reconnaissant vos propres déclencheurs émotionnels, et à une observation aiguë, capturant des signes non-verbaux, des micro-expressions ou des changements dans le ton de la voix, plus vous serez préparé pour naviguer dans des eaux turbulentes avec une sérénité chirurgicale. Cette compétence augmente non seulement ses résultats dans les négociations, mais consolide également son image de qualité fiable, impartiale et impédivable qui valent plus que toute clause contractuelle à long terme. En arrière-plan, une négociation n'est jamais là. Plus un jeu de chiffres ou de conditions. C'est, surtout, un jeu d'émotions. Savoir comment rester calme lorsque l'autre perd le sang-froid, interpréter ce qui n'est pas dit, et répondre précisément, au lieu de réagir avec l'impulsivité, est ce qui sépare les négociateurs médians de vraiment exceptionnels. Cette capacité à lire parmi les lignes émotionnelles, sans que les autres devaient verbaliser, est un avantage concurrentiel aussi puissant que toute tactique technique. Et c'est là que l'une des armes de négociation les plus sous-estimées, et transformatrices, entre en jeu, le pouvoir des alternatives. Règle d'or, ne négociez jamais sans un plan B. L'un des concepts les plus révolutionnaires, et moins exploités, dans l'univers des négociations est la meilleure alternative à l'accord négocié, ou la meilleure alternative à un accord négocié. En termes pratiques, votre BATNA est le plan d'urgence le plus solide que vous ayez si la négociation actuelle ne prospère pas. Et voici la vérité brute, qui entre dans une négociation sans un BATNA bien structuré commence déjà par un désavantage. Pourquoi ? Parce que BATNA n'est pas seulement un plan d'évasion, c'est le levier invisible qui définit son pouvoir de négociation.
Lorsque vous savez exactement quelle est votre meilleure alternative, elle négocie avec une confiance qui montre à chaque mot, geste et décision. Sans cela, vous devenez en otage à l'urgence, vulnérable aux pressions et plus susceptible de céder au point critique. Avec lui, vous tournez la table, c'est vous qui dicte le rythme. Imaginez, par exemple, que vous négociez le loyer d'une propriété. Si cet appartement est votre seule option, le propriétaire ressent son désespoir dans les airs. Il sait que si vous appuyez, vous accepterez probablement des conditions moins favorables, après tout, il n'y a nulle part à exécuter. Mais que se passe-t-il si, avant cette conversation, vous avez visité 3 autres propriétés, collecté des propositions par écrit et même une autre offre préapprouvée? Votre posture change radicalement. Maintenant, lorsque le propriétaire insiste sur une valeur supérieure au marché, vous pouvez évaluer froidement, si vous ne fermez pas ici, j'ai l'option X, qui répond à 80% de mes besoins au même prix. Cette pensée simple redéfinit toute la dynamique. Vous négociez avec la sécurité, pas le désespoir. Et cela ne s'applique pas seulement au loyer. Qu'il s'agisse d'un contrat millionnaire, d'une promotion d'emploi ou de l'achat d'une voiture, il y a toujours de la place pour créer des alternatives, et ceux qui font ce travail antérieur se présentent. Un cadre qui revendique une augmentation de salaire, par exemple, ne devrait pas atteindre la réunion avec la tête vide main. Il devrait rechercher le salaire moyen du marché pour leur position, les données sont des arguments vacants. Mettez à jour votre portefeuille et les réalisations récentes, test tangible de sa valeur. Sonde le marché, avoir au moins un entretien programmé dans une autre entreprise, même si vous ne voulez pas partir. Cultivez les réseaux de contacts qui peuvent ouvrir des portes si la réponse est non. Si l'augmentation n'est pas accordée, avoir un plan B tombé, en tant qu'offre dans une autre entreprise, vous empêche de vous sentir acculé. Plus que cela, il modifie son énergie dans la négociation. Vous ne plaidez pas, vous collaborez, mais avec la clarté que vous avez des options. Les grandes entreprises comprennent cela comme personne d'autre. Les entreprises commerciales allativent des équipes entières à la cartographie des fournisseurs alternatifs, à explorer de nouveaux marchés ou à identifier des partenaires stratégiques avant même de s'asseoir à la table. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que le pouvoir de négociation est directement proportionnel à la qualité et à la quantité de leurs alternatives. Il ne s'agit pas d'avoir une issue prête à utiliser demain, mais de créer des scénarios qui vous donnent une manœuvre. Un entrepreneur qui cherche des investissements, par exemple, n'a peut-être pas un deuxième investisseur déjà fermé, mais il peut négocier une ligne de crédit bancaire en tant que sauvegarde. Réduisez l'échelle du projet pour l'activer avec ses propres ressources. Explorez les partenariats stratégiques qui diluent la dépendance à une seule contribution. Ces alternatives n'ont pas besoin d'être parfaites. Votre simple existence soulage la pression émotionnelle, vous permettant de négocier plus clairement et moins d'anxiété. Et voici le détail subtil, savoir qu'ils existent transforme votre langage corporel, votre ton de voix et même la façon dont vous prenez de la place dans le salon, signale que l'autre est instantanément capture, même sans mots. Mais méfiez-vous, avoir un BATNA n'est pas synonyme d'arrogance. Atteindre la négociation et libérer un « j'ai d'autres offres », alors améliorer votre « est le moyen le plus court pour générer une résistance ou fermer pot. L'art consiste à communiquer sa position avec l'élégance stratégique. Au lieu de menaces voilées, utilisez des phrases telles que « J'apprécie beaucoup cette proposition et je vois un potentiel ici. J'évalue certaines alternatives parallèles, mais mon objectif est de trouver un terrain d'entente qui fonctionne pour les deux. » Cette approche transmet 3 messages puissants. 1. Vous avez des options, ce qui augmente votre puissance. 2. Ce n'est pas désespéré, ce qui réduit la pression sur vous. 3. La porte de la collaboration reste ouverte, qui maintient un dialogue productif. L'objectif n'est jamais d'humilier l'autre partie, mais de négocier en égal, avec un respect mutuel et des résultats qui satisfont les deux. De vrais cas qui prouvent le pouvoir du BATNA. 1. Le premier travail qui est presque devenu une erreur. Un jeune professionnel reçoit sa première offre de travail, mais le salaire est de 20% en dessous de la moyenne du marché. L'entreprise justifie, c'est une excellente opportunité d'apprentissage. Beaucoup accepteraient de peur de perdre leur chance. Il avait cependant un BATNA, une proposition d'une autre entreprise, avec un salaire 10% plus élevé et des avantages similaires.
Votre réponse était ferme mais collaborative. Merci beaucoup pour cette opportunité. J'ai une autre proposition qui s'aligne mieux avec mes attentes financières. Y a-t-il une flexibilité pour ajuster cette valeur? Résultat, la société a révisé l'offre, l'égalant au marché. Votre BATNA lui a non seulement donné le pouvoir, mais il l'a empêché de commencer sa carrière dans un désavantage. 2. L'achat de la propriété sans désespoir. Un couple négocie l'achat d'un appartement. Le courtier, réalisant que c'était leur seule option, refuse de céder au prix, c'est la valeur finale. S'ils ne le font pas, d'autres acheteurs sont en ligne. Mais le couple avait visité 3 propriétés similaires dans la même région, avec 5% de prix inférieurs. Votre réponse était calme et stratégique. Nous comprenons. Cependant, nous avons d'autres options qui correspondent le mieux à notre budget. S'il y a de la place pour une contre-proposition, nous serons heureux de parler. Le courtier, réalisant qu'il n'était pas acculé, on réduit la valeur de 3% et comprenait une réforme de base dans le package. BATNA les a sauvés de payer au-dessus des justes. Un détail crucial, votre BATNA peut évoluer pendant la négociation. Parfois, le processus lui-même révèle de nouvelles alternatives que vous n'aviez pas auparavant. Par conséquent, le maintien d'un état d'esprit ouvert et adaptable est aussi important que garder l'esprit ouvert et continuer d'explorer des alternatives même pendant la négociation peut révéler des avantages que vous n'avez même pas imaginés. De même, l'évaluation de l'autre partie de la partie est un mouvement stratégique que beaucoup ignorent. S'ils n'ont pas de bonnes alternatives, vous obtenez un pouvoir de négociation. Mais s'ils ont des options solides, vous devrez renforcer votre proposition et souligner ce qui rend votre offre unique. Le vrai pouvoir des alternatives ne consiste pas seulement à les avoir, mais dans la sécurité psychologique qu'ils fournissent. Lorsque vous savez que vous avez des options, tout change, votre langue devient plus affirmée, vos gestes transmettent la confiance, votre ton de voix gagne de la fermeté, surtout, votre capacité à dire non augmente. De nombreuses négociations échouent non pas parce que l'autre côté est plus intelligente, mais parce que l'une des pièces est en jeu avec le « j'en ai besoin à tout prix ». Ce désespoir est perceptible et, comme un phare, signale l'autre que vous êtes vulnérable. Avec une BATNA solide, vous éliminez cette faiblesse. En bref, BATNA est l'un des piliers d'une négociation efficace. Identifiez-le, renforcez-le avant de vous asseoir à la table et de le communiquer avec l'élégance, sans menace ni confrontation, vous met dans une position d'avantage. Lorsque vous négociez en sachant que vous avez des alternatives, tout change. Vous agissez clairement, évitez les décisions impulsives et augmente de façon exponentielle vos chances de conclure un accord juste et favorable. Règle 10. Fermez avec précision, aucune marge pour les doutes. L'une des phases les plus critiques de toute négociation est le moment de la fermeture. Vous avez peut-être préparé impeccablement, lire correctement l'autre partie, gérer les émotions et présenter une proposition intacte, mais si vous ne fermez pas, tous les efforts peuvent se dissiper comme une fumée. Presque oui n'est pas un accord, c'est une illusion de progrès qui peut coûter du temps, de l'argent et des opportunités. Les négociateurs réussis ne se contentent pas de vagues intentions. Ils transforment les promesses en engagements fermes, documentés et sans ambiguïté, éliminant l'espace pour les malentendus. Après tout, beaucoup de gens, hors de l'éducation ou de la peur des conflits, évitent de dire non. Et des phrases comme « sonne intéressante », nous pouvons considérer ou « laissez-moi penser » peut être interprété comme un feu vert, quand, en fait, des réponses évasives. Pour éviter ce piège, utilisez des questions de fermeture directe et émoussées. Pouvons-nous confirmer que nous continuerons avec cette proposition? Êtes-vous prêt à formaliser l'accord aujourd'hui? Ces questions forcent une décision claire, prenant l'autre partie de la zone de confort d'indécision. Éliminez également toute ambiguïté. Un accord verbal sans détails concrets est une invitation au conflit futur. Si vous fermez une négociation de service sans spécifier les délais, la portée exacte ou les conditions de paiement, vous plantez les graines de désaccord. Documentez tout, ce qui sera livré, quand, quels seront les paiements et les conséquences en cas de non-compliance, ce n'est pas la bureaucratie, c'est la protection mutuelle et la démonstration du professionnalisme. Les erreurs qui sabotent leur fermeture, et comment les éviter? 1. Supposons que l'autre partie se souvient des détails comme vous. La mémoire est sélective et souvent déformée par les intérêts.
Ce qui pour vous est un engagement clair peut être, pour l'autre, juste une idée lâche. Ne laissez jamais rien dans les airs. 2. Donnez la dernière minute de peur de perdre l'occasion. Imaginez négocier un contrat avec des conditions avantageuses, mais au moment de la fermeture, de peur d'entendre un « je pense », vous réduisez le prix au-delà des clauses nécessaires ou acceptables. Restez calme et confirmez chaque point avant de signer. 3. Ignorez les signes de doute au moment de la fermeture. 1. Oui, accompagné d'un langage corporel fermé, bras croisés, évitement du contact visuel, voix hésitante, est une alerte rouge. Ne prétendez pas que vous ne l'avez pas vu. Approchez-vous inconfortable avec des questions ouvertes. On dirait que quelque chose vous laisse encore en doute. Revitons un certain point avant de terminer. 4. Ne vous préparez pas à la dernière résistance. De nombreuses négociations ont ce dernier obstacle à minute, une remise supplémentaire, une échéance prolongée ou une condition spéciale. Anticipe ces pièces. Si vous avez déjà défini vos limites et alternatives, vous pouvez répondre fermement, mais une flexibilité stratégique. Exemple. Nous pouvons ajuster ce point, mais nous devrons revoir X ou Y pour maintenir le solde de l'accord. La fermeture n'est que le début, la puissance du suivi post-négociation. Beaucoup croient qu'une fois le contrat signé, les travaux ont pris fin. Erreur. Le véritable succès d'une négociation est de se conformer à l'accord et à la qualité de la relation qui reste. Un suivi structuré garantit que les deux parties comprennent exactement ce qui a été combiné. Il existe un canal clair pour la communication et les questions. Les engagements sont honorés. Un email ou un message simple comme « Nous vous remercions pour votre confiance. » Suivez le document avec tous les points confirmés et le calendrier convenu. Toutes les questions, nous sommes disponibles. Il renforce la confiance et réduit le risque de non-compliance. De plus, l'accompagnement est l'occasion de renforcer la relation. Démontrer un véritable intérêt pour l'exécution de l'accord, sans s'attendre à ce que l'autre vous arrive avec des problèmes, ouvre des portes pour de futures collaborations. Un client satisfait remplit non seulement le contrat, mais devient un promoteur de votre marque. De vrais cas qui prouvent, la fermeture précise fait la différence. Une entreprise technologique a perdu un contrat millionnaire parce que la fermeture était ouverte avec un « nous avons parlé la semaine prochaine ». L'autre partie, sans engagement formel, a simplement disparu et s'est clôturée avec un concurrent. Détail, ils avaient même une proposition plus coûteuse, mais le concurrent savait comment fermer avec précision. Déjà un conseil en RH, réalisant que le client hésitait à clôturer, a utilisé une question directe. Quel point devez-vous encore être ajusté pour formaliser aujourd'hui? La réponse a révélé une simple objection, un terme de paiement, qui a été résolu à temps. Résultat, contrat signé le même jour. La règle d'or de clôture. Un accord n'existe que lorsqu'il est clair, documenté et exempt de doute. Tout ce qui est à moins de cela est un risque que vous ne puissiez pas vous permettre de glisser. Construire des ponts pour lui. Imaginez la scène, deux entreprises contestent le même projet. L'un d'eux laisse la conversation dans un « voyons », a l'air bien, sans rien formaliser. L'autre, le même jour, ferme l'accord avec précision, signe le contrat et laisse le projet en main. Lequel pensez-vous que vous avez gagné? La réponse est évidente, et la raison est simple, qui ferme clairement et sans ambiguïté garantit non seulement l'entreprise, mais montre également le professionnalisme et la confiance dès le premier moment. Pensez maintenant à un vrai cas. Une société de conseil en transformation numérique a reçu un « oui, il a l'air super » d'un client potentiel. Au lieu de célébrer prématurément, le négociateur a posé une question décisive, afin de ne pas perdre le rythme, préférez-vous que je prépare le document d'engagement en ce moment, ou ajuster quelques détails? Cette approche a non seulement empêché l'enthousiasme initial de se dissiper, mais a accéléré la signature d'un contrat à 7 chiffres. La fermeture ne consiste pas seulement à signer un rôle, il s'agit de transformer une intention en action, un accord verbal en un plan concret et une conversation prometteuse en un résultat tangible. Plus que cela, une fermeture bien exécutée est le fondement de tout ce qui vient ensuite. C'est la différence entre un client qui vous fait confiance du premier accord et de celui qui soupçonne pourquoi les choses ont été dans l'air.
C'est la garantie que lorsque de nouveaux projets se lèvent, vous serez la première option non par chance, mais parce que ce soit quelqu'un qui remplit ce qu'il promet, avec transparence et sans marge pour les malentendus. Règle 11, mettre l'art de dire non, sans brûler les ponts. Dire n'est pas l'un des plus sous-estimés et en même temps, plus puissant dans toute négociation. Beaucoup de gens craignent de refuser une offre de peur de manquer une opportunité, de blesser l'autre côté ou semblent rigides. Mais voici la vérité brute, un oui donné par la peur ou la commodité conduit presque toujours à des regrets, à des engagements mal exécutés ou à des relations déséquilibrées. Déjà un non bien placé peut protéger vos intérêts, préserver votre crédibilité, étonnamment, ouvrir des portes pour des collaborations plus alignées et avantageuses. Pensez à ce scénario, un pigiste reçoit une proposition tentante, un projet de grande valeur, mais avec des délais irréalistes et des clauses abusives. Accepter signifierait risquer votre réputation, votre santé mentale et la qualité du travail. Dans de tels cas, aucune défaite n'est pas une stratégie intelligente. C'est la différence entre être considéré comme un professionnel qui priorise l'excellence et celui qui double à toute condition pour de l'argent ou de la peur. Mais méfiez-vous, la force d'un non est dans la façon dont vous la communiquez. Il ne s'agit pas d'être dur ou de compenser des excuses faibles, mais de transmettre clairement sa décision, de respect et un soupçon d'élégance. Il existe des techniques éprouvées pour cela. 1. Pas positif, au lieu d'un simple « je ne peux pas », ajoutez le contexte et la gratitude. Par exemple, merci beaucoup pour l'opportunité et pour le vote de confiance. Cependant, pour le moment, je ne peux pas supposer ce projet sans compromettre les délais ou la qualité que vous méritez. Je serais heureux d'explorer d'autres façons de collaborer à l'avenir. Cette approche évite les ponts brûlants, montre le professionnalisme et maintient la relation intacte. 2. Offrez une alternative, si possible, si vous ne pouvez pas répondre à la demande d'origine, proposez un chemin viable. Par exemple, ce budget ne nous permet pas d'offrir le package complet, mais je peux structurer une version allégée qui répond à ses principaux objectifs sans perdre son efficacité. Ou, si le projet n'a aucun sens pour vous. Je ne suis pas la meilleure option pour ce travail, mais je connais un collègue de confiance qui peut vous servir avec excellence. Je peux faire la présentation si vous le souhaitez. En offrant même lorsque vous refusiez, vous renforcez votre réputation en tant que personne qui cherche des solutions, pas seulement les fermetures. 3. Langage corporel et ton de voix, un non murmure avec les yeux bas invite à l'insistance. Déjà un non ferme avec contact visuel et serein, transmet la sécurité sans agressivité. Par exemple, je comprends votre position et votre respect, mais dans ces conditions, je ne pourrai pas avancer. Je suis sûr que nous trouverons d'autres occasions de travailler ensemble. La confiance n'est pas ce que vous dites, mais comment vous dites. Une erreur courante consiste à le justifier trop ou à faire des excuses peu convaincantes. Cela affaiblit non seulement votre position, mais ouvre des lacunes pour les négociations sans fin. Soyez bref, honnête et concentrez-vous sur l'avenir. Par exemple, après avoir analysé, j'ai réalisé que ce projet n'est pas aligné avec notre capacité de livraison actuelle. Nous resterons en contact lorsque quelque chose de plus compatible se produit. Explication plus faible, plus grand respect. Un autre détail crucial, ou une réaction de l'autre côté et démontre l'empathie. Des phrases comme « je comprends que cela peut être frustrant » ou « valorise le temps que vous vous consacrez à cette proposition » adoucir l'impact et montrer que vous n'êtes pas indifférent, juste stratégique. Et voici le paradoxe, un non bien donné génère souvent plus de respect qu'un oui sans sécurité. Une entreprise qui refuse un contrat trompeur avec sa stratégie, mais qui le fait avec la transparence, est considérée comme sérieuse, sélective et fiable, des qualités qui attirent de meilleures opportunités à long terme. Un exemple frappant vient du monde des startups. Une entreprise technologique a été invitée à un partenariat avec une industrie géante, mais les conditions exigeaient un contrôle excessif sur votre produit. Au lieu d'accepter par la peur ou la cupidité, l'équipe a refusé avec élégance. Nous remercions l'intérêt et reconnaissons la valeur de cette collaboration. Cependant, notre priorité est de maintenir l'autonomie sur notre technologie. Nous sommes prêts à explorer d'autres façons de travailler ensemble à l'avenir. Résultat ? 1 an plus tard, le même géant est revenu avec une proposition beaucoup plus équilibrée,
précisément parce qu'elle respectait la clarté et la fermeté du premier refus. Dire non est également un outil de gestion du temps et de l'énergie. Tout accepter par peur de perdre des opportunités conduit à la surcharge, au stress et aux résultats médiocres. Un non stratégique protège votre concentration, votre qualité de vie et votre capacité à fournir une excellence là où cela compte vraiment. Cela est vrai même pour la vie personnelle. Refuser un engagement social ou familial que vous ne pouvez pas honorer avec la qualité n'est pas l'égoïsme, c'est la responsabilité. Il est de savoir que votre oui a de la valeur, et que dire un non si nécessaire est un acte de paternité et de respect pour les autres. En bref, apprendre à dire non avec l'élégance est une compétence qui sépare les amateurs des professionnels. Il ne s'agit pas de rejeter pour rejeter, mais de communiquer des limites avec respect, de protéger vos intérêts et de créer ironiquement de la place pour de meilleures opportunités. Un oui aveugle peut compromettre votre avenir. Un non bien communiqué peut le construire. Numéro de règle 12, négocier comme style de vie. La négociation n'est pas seulement une compétence que vous activez lors de réunions officielles, de salles de conseil ou de transactions millionnaires. La négociation est un état d'esprit, une lentille par laquelle vous voyez le monde, transformant chaque interaction, chaque conversation et chaque opportunité en champ fertile pour créer des accusateurs qui profitent à tout le monde. La différence entre ceux qui négocient sporadiquement et un maître négociateur n'est pas dans le talent inné, mais dans la façon dont il envoie la vie quotidienne. Alors que certains voient des négociations telles que des événements isolés, d'autres comprennent que chaque dialogue est une chance de générer de la valeur, de l'influence et de renforcement des relations. Cet état d'esprit n'est pas né du jour au lendemain, il est construit avec une pratique constante, une observation aiguë et une application intelligente des principes dans des situations apparemment simples. Et cet état d'esprit est soutenu par 3 piliers non négociables. 1. Conscience, reconnaissez que, dans toute interaction, il y a quelque chose en jeu, même s'il est petit. Lorsque vous choisissez un film avec votre partenaire, vous négociez. Quand il définit le coucher avec vos enfants, vous négociez. Lorsque vous convainquez des amis de choisir un restaurant, vous formez votre capacité à persuader. Tout est une négociation. La question n'est pas de savoir si vous négociez, mais comment vous le faites. 2. Flexibilité, comprenez que chaque situation nécessite une approche unique. Toutes les victoires ne proviennent pas de l'imposition. Parfois, il est né d'un silence stratégique. D'autres fois, cela découle d'une solution créative que personne n'avait considérée. Et c'est souvent céder au petit pour gagner l'essentiel. La rigidité est l'ennemi de l'accord. Qui sait comment s'adapter domine le jeu. 3. Confiance, le résultat naturel de la pratique. Plus vous négociez, plus il est confortable avec des personnalités, des pressions et des contextes imprévisibles difficiles. La sécurité ne vient pas d'un manuel, mais de l'expérience de la navigation dans les eaux turbulentes et plus fortes. La confiance n'est pas l'arrogance, c'est la certitude que, quel que soit le scénario, vous avez des outils pour y faire face. Et le meilleur endroit pour s'entraîner ? Dans la vie quotidienne. N'attendez pas que la grande négociation améliore vos compétences. Ils sont à votre disposition maintenant. Achat, pratiquez le pouvoir des questions ouvertes. Notez comment le vendeur réagit à différentes approches. Test alternatif. Chaque « non » que vous entendez apprend, chaque « oui », cette conquête est une victoire stratégique. Au travail, négociez les délais avec votre équipe, les priorités avec vos supérieurs, les ressources pour vos projets. Il ne s'agit pas de demander, mais de démontrer la valeur et d'aligner les intérêts. Même dans le transport, un malentendu avec un conducteur ou un collectionneur peut devenir un cours de communication assertiva. Le secret n'est pas de gagner la discussion, mais de le transformer en solution. Chaque petite négociation est une formation pour les grandes. Et au fil du temps, vous développez une compétence rare, la capacité de rester calme sous pression, de s'adapter sans perdre de focalisation et de trouver des points en accord où les autres ne voient que l'impasse. Mais il y a quelque chose encore plus puissant. Lorsque vous adoptez la négociation comme style de vie, cela devient un leader persuasif par nature. Un bon négociateur ne cherche pas seulement ce qu'il veut, il inspire la collaboration. N'impose pas, convaincre. Ne divisez pas, se connecte. Ce type de leadership se reconnaît en qui motive les équipes sans recourir à l'autorité, mais à un objectif partagé.
Résout les conflits avec la sérénité, transformant les tensions en opportunités. Conquête la confiance car elle écoute avant de parler et agit avec intégrité. La persuasion n'est pas une manipulation. C'est clairement communiquer, écouter avec empathie et montrer que le succès de l'autre vous appartient aussi. Un leader qui a besoin d'heures supplémentaires ne diminue pas, explique pourquoi, écoute les préoccupations et propose une compensation équitable. C'est le genre d'influence qui génère la loyauté, pas le ressentiment. Au fil du temps, cet état d'esprit renforce une confiance inébranlable en vous. Vous arrêtez des conversations effrayantes parce que vous savez. Il y a toujours des options. Il y a toujours de la place pour les points communs. Il est toujours possible d'être ferme sans rompre les relations. Et les gens le réalisent. Lorsque vous projetez la sécurité, cela diminue les chances d'être des plaisirs. Lorsqu'ils montrent qu'ils savent écouter et créer des solutions, les portes s'ouvrent plus rapidement. Voir l'exemple des finances personnelles, qui négocient des ajustements mineurs, un tarif inférieur sur le transporteur, une remise d'assurance, de meilleures conditions dans la banque, non seulement économiser de l'argent, mais entraîne l'esprit à voir que rien n'est absolument fixe. Chaque transaction peut être améliorée si vous savez comment demander la bonne voie et présenter une proposition indéniable. Cet état d'esprit révolutionne également la façon dont vous gérez les conflits personnels. Au lieu de réagir avec la colère ou la démission, vous voyez les désaccords comme des opportunités de se comprendre et de trouver un terrain d'entente. Un voisin bruyant n'est pas un ennemi, mais un allié potentiel à la recherche d'une solution, horaire combiné, isolation acoustique. Un désaccord familial n'est pas une bataille, mais une chance de renforcer les liens avec le dialogue intelligent. La façon de devenir un maître négociateur n'est pas destinée à décorer des scripts ou des techniques complexes. Est dans l'intégration des principes de base à votre routine. Écoutez plus que vous ne parlez. Préparez vous-même pour de petites conversations. Contrôlez vos émotions. Pensez aux relations à long terme. Il ne dit pas le thème, non, si nécessaire. Lorsque ces principes ont vu l'habitude, vous n'avez plus besoin de forcer quoi que ce soit. Ils font partie de qui vous êtes, une personne qui non seulement obtient de meilleurs résultats commerciaux, mais qui vit avec moins de friction, plus d'options et un contrôle total sur vos décisions. Vous devenez un leader persuasif et confiant, non pas parce que cela impose votre volonté, mais parce que coche caractère gras comprendre les gens avant de vouloir les convaincre. Coche caractère gras communiquer vos intérêts sans agression. Coche caractère gras crée des solutions où les autres ne voient que des problèmes. Et peut-être plus important encore, il découvre que la négociation n'est pas la guerre, c'est la collaboration. Un processus continu de création d'un monde où tout le monde peut gagner. Son nouvel état d'esprit de négociation. La négociation n'est pas un cadeau réservé à quelques-uns. C'est une façon de penser et d'agir qui redéfinit la façon dont vous faites face à chaque situation de la vie. Un état d'esprit de négociation signifie: rien n'est au hasard. Vous entrez toute conversation importante préparée, pas improvisée. Aucun accord n'est accepté par peur. Vous savez qu'un non aujourd'hui peut ouvrir des portes pour un oui mieux demain. Chaque interaction est une opportunité, pour les accords plus intelligents, les relations et les résultats plus solides qui profitent à tout le monde. Cet état d'esprit n'est pas seulement actif dans les contrats ou les transactions importantes. Elle est dans la vie quotidienne. De la façon dont vous parlez à votre patron, pas aussi subordonné, mais en tant qu'allié stratégique. Établit des limites auprès des clients, sans perdre l'élégance ou le respect. Comment cela revient au consensus, que ce soit lors d'une réunion de travail, d'une discussion familiale ou d'une négociation personnelle. Parce qu'en fin de compte, ceux qui négocient bien non seulement gagnent plus, vivent mieux. Avec moins de conflits, plus de clarté et la certitude que dans toute situation, vous avez le pouvoir de façonner le résultat. Et cet état d'esprit ne s'applique pas uniquement aux grands accords ou aux tables de négociation. Il est présent dans les petites décisions que nous prenons chaque jour, dans les accords avec la famille, dans les choix difficiles que nous faisons avec nous-mêmes, dans la façon dont nous équilibrons les priorités sans sacrifier ce qui compte vraiment. Une négociation vraiment efficace ne dépend pas de gadgets ou de formules magiques. Il est construit sur des principes qui, au fil du temps, deviennent instincts. Cela signifie entrer dans toute conversation avec 3 piliers non négociables: clarté sur ce que vous voulez,
des alternatives qui vous donnent la liberté d'agir et de vous-même pour écouter au-delà des mots et répondre avec précision, même sous pression. Mais ça va plus loin. Cela signifie comprendre que chaque accord n'est pas un point final, mais un chapitre d'une relation continue, où sa réputation de fiable, juste et ferme est construite avec chaque geste, avec chaque mot, avec chaque décision. Il ne s'agit pas de gagner aujourd'hui et de perdre demain, il s'agit de créer des liaisons qui résistent au temps. La prochaine fois que vous ressentirez la tentation d'en donner trop, rappelez-vous, le pouvoir ne vient pas d'imposer ou de s'enfuir. Cela vient de la préparation, la capacité de voir des solutions où d'autres voient des impasses, de transformer un non en porte de nouvelles questions, de nouvelles possibilités. Quand quelqu'un essaie de dépêcher votre décision, respirez. Pause. Réponse avec stratégie, pas avec émotion. Être un négociateur exceptionnel ne gagne pas toujours. Il s'agit de ne jamais se sentir mort, parce que vous savez qu'il y a toujours des options, il y a toujours de la place pour s'améliorer, il y a toujours un moyen de tourner le jeu à votre avantage. Cette certitude change tout, votre ton de voix, votre posture, la façon dont les autres le voient. Au fil du temps, cette confiance silencieuse devient un respect naturel et une influence qui n'a pas besoin d'être imposée. Et comment est-ce construit ? Pratiquez délibérément. N'attendez pas que la grande négociation commence. S'entraîner aujourd'hui. Demandez une date limite plus juste. Demandez un vague engagement. Proposez un changement dans un accord informel avec quelqu'un de près. Chaque petite action renforce sa capacité à penser sous pression, à s'adapter sans perdre son objectif. Au fil du temps, vous remarquerez un changement profond, vous cesserez de réagir, à la peur, à l'urgence, à l'incertitude, et à agir clairement, dans le but, avec la certitude qu'ils façonnent les résultats qui le rapprochent de ce qui compte vraiment. Les gens vous feront confiance non pas parce que vous les convaincrez, mais parce que leur façon de négocier transmet la sécurité, l'équilibre et un véritable engagement envers la valeur mutuelle. C'est l'essence d'un négociateur qui ne ferme pas seulement les accords mais transforme les réalités. Il ne s'agit pas de manipuler ou de gagner à tout prix, mais de créer des scénarios où tout le monde gagne, et de le faire de manière cohérente, quel que soit le défi. Votre nouvel état d'esprit n'est pas seulement un outil. C'est une identité. À partir de maintenant, chaque conversation sera une chance d'améliorer, chaque désaccord une leçon, chaque accord est l'occasion de construire des relations plus solides et des résultats plus équitables. Le pouvoir de négociation ne change pas de situation ponctuelle, mais en redéfinissant la façon dont vous vivez, décide et influence, tous les jours. Et si ce contenu a résonné avec vous, si vous êtes prêt à aller encore plus loin, il y a une prochaine étape qui vous attend. Un matériau qui approfondira votre vision, aiguisera vos stratégies et élargira votre potentiel afin que vous n'imaginez même pas. Le lien est là. Cliquez et allons ensemble dans ce voyage.